les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, tous les shows de la WWE et consorts. Aujourd'hui, on se retrouve pour reviewer le Friday Night SmackDown, le 1137e du nom. Ça se passe toujours à Tampa, Florida, USA, toujours sous le WWE Thunderdome. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Mais aux commentaires de Catch-up, vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis le tonton Chris. Et pour m'accompagner, ça va faire plaisir à nos auditrices et à nos auditeurs. Mesdames et messieurs, sous vos oreilles ébahies, nous sommes en triple frite. Et pour introniser le premier participant qui va m'accompagner, vous allez vite le reconnaître, c'est notre ami Coyote, c'est notre Magic Zigote. Salut Zigote. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, comment allez-vous? On se croirait revenu au temps de cognac J. Les 11 du trône. J'ai perdu mes lunettes, je ne vous entends plus. Comment vas-tu, tonton? Ça va très bien, et toi Zigote, en forme? Ça fait en forme, et au plaisir, c'est un plaisir de te retrouver sur nos ondes. Alors, comme on vous l'a promis, nous sommes en triple frite, et pour nous accompagner, le Zigote et moi-même, rien de tel que l'inaltérable, que l'inusable, que l'indécrottable Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour tonton, bonjour Zigote, comment allez-vous les gars? Ça va et toi? Oh bah oui, ça va, on a ça va bien. On a une triple frite pour finir la semaine, en plus avec un show SmackDown tout à fait bleu. Dis donc. Bleu, oui. Le monde merveilleux du show bleu. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle puisque au moment où on est en train d'enregistrer Peuple de Catch-up, sachez que sur YouTube, en ce moment même, vous pouvez entendre la douce voix de Papy reviewer le NXT de cette semaine avec l'ignoble Ringside. Ah oui, alors la review était ignoblement bien. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle pour le Peuple de Catch-up. Rien de tel qu'une ignoble review pour l'ignoble sport. Ça, Voilà, c'est Alors, messieurs, écoutez, on va pas, on va pas se perdre. On va retourner directement en Floride. On est donc à Friday Night SmackDown, le 1137e. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière. Je sais que vous vous êtes occupé brillamment de la review de la semaine dernière. Et cette semaine, on retourne, alors dans des conditions un peu particulières, puisqu'il y a eu une semaine très agitée. On a eu l'occasion d'en parler avec El Patron pendant la review de Raw, puisque nous avons eu une grosse charrette cette semaine à la WWE, qui s'annonce d'ailleurs pas terminée, puisque apparemment des noms vont sortir à nouveau dès la semaine prochaine. Donc on espère qu'au cours de cette review de SmackDown, on va pas retomber sur des pauvres gars qui vont se faire virer dès mercredi prochain, en espérant qu'ils seront toujours là. Donc, en attendant, on s'attache à des valeurs sûres à SmackDown. On commence ce nouvel épisode avec Paul Heyman et l'Universal Champion Roman Reigns, la tête de la table, qui revient d'ailleurs sur l'émission de la semaine dernière et qui nous explique qu'il n'a pas beaucoup apprécié la situation avec les Usos. Et en concertation avec Paul Heyman, il a changé d'avis sur l'opportunité qu'ils aient une opportunité justement au titre de la Tag Team Division face au Mysterio. Reigns, il nous dit en toute simplicité que c'est lui qui décide des choses à SmackDown et que donc il va accepter, il va booker tout simplement ce match entre les Mysterio et les Usos. Alors Jimmy, lui, il avait promis qu'il allait gagner les titres par équipe ce soir et donc Roman Reigns, il leur confirme qu'ils ont intérêt à le faire. Dans l'intervalle, Paul Heyman les a fait venir, tout le monde est là, toute la famille samoane est là. Reigns, il veut plus perdre de temps, il demande à Heyman de faire venir les cousins pour le match. Jay va débarquer, va saluer Reigns, mais pas Jimmy. Alors là, Reigns, il veut que Jimmy le reconnaisse comme le chef de famille. Et il lui dit que voilà, que ce qu'il a déjà fait lors de Hell in a Cell, ce soir, il n'est pas question de ça, il est juste question de devenir 7 fois Tag Team Champions. Alors Reigns, on sent qu'il comprend quand même cet argument, quoi. Mais il leur dit bien qu'ils ont intérêt à gagner, parce que sinon, on sent que ça va très très mal se passer, parce que toute la famille est devant le poste de télé pour voir cette probable ou future victoire des Usos. Donc ce soir, leur mission, c'est rapporter les titres Tag Team à Roman Reigns. Là-dessus, le champion universel va quitter le ring, et les Mysterio vont faire leur entrée sur le ring. Alors, je vais m'arrêter avant d'attaquer le match. Mon bon zigote, Roman Reigns,
je ne sais pas si tu as remarqué, mais dorénavant, c'est quasiment lui qui systématiquement fait toutes les ouvertures de SmackDown. Parle de plus en plus. Finalement, on pensait que c'était Paul Heyman qui allait prendre le micro en permanence, mais finalement, on se rend compte que Roman Reigns tient énormément les promos à SmackDown. Et que finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Roman Reigns n'est pas en train de devenir le booker en chef du show bleu? Oh bah si, je pense qu'il a pris la place d'Adam Pearce. En même temps, c'est pas compliqué de prendre la place d'Adam Pearce quand tu lui demandes un match, il te le book. Là, on est sur une continuité de ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Comment dire voilà, ça. Là, j'ai trouvé que ça commençait un peu à traîner en longueur, dans le sens où voilà, toutes les semaines, c'est genre ah tiens, ramène-moi le franchin, ah tiens, ramène-moi le franchin, oh tiens, moi, ramène-moi le franchin. Là, ça fait comme 2-3 semaines, on a un peu l'impression que c'est un peu la même soupe, comme je dirais, même si j'aime bien ou j'apprécie toujours le côté Reigns en mode Al Pacino dans le parrain, tu vois. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer si les Usos vont devenir champions, et ça, on le saura un petit peu plus tard. Puis toi, ça te pose pas de problème que Roman Reigns, la tête de la table, devienne le booker en chef? Non, pas vraiment, parce qu'en plus, je j'ai pas eu de bol sur ma version que j'ai regardée. Et j'ai eu tout le début de la promo de Roman Reigns qui était coupé, donc j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et j'ai juste récupéré la promo quand les Usos sont arrivés. Pareil. Donc voilà, donc j'ai pas eu trop le début là que tu racontais, donc je découvrais en même temps que tu racontais ce qu'il avait exactement dit. Sinon ce que j'ai noté effectivement, c'est le Jimmy qui refuse, enfin qui joue sur les mots pour ne pas reconnaître Roman, parce que Roman Reigns il dit allez vas-y, et maintenant tu reconnais-moi, maintenant c'est moi le chef. Et puis là tu fais ah non mais j'ai déjà reconnu mec, c'est pas la peine que je le dise de nouveau. Allez, tu te souviens, il y a que des mois là, c'est bon, allez on passe à autre chose. Et tu sens quand même qu'il y a qu'il y a une grosse tension sous-jacente entre les deux, entre Jimmy qui refuse d'admettre que Roman est le patron, et Roman qui veut pas casser le truc et qui du coup leur dit allez bonne chance pour le match, mais il dit ça d'une façon à dire bonne chance mais faites gaffe à votre gueule. Donc voilà, donc c'est le début de la tension et c'est pas fini. C'est pas fini, non, t'as bien raison. Ça va enchaîner direct avec donc le SmackDown Tag Team Championship. Match entre Rey Mysterio, Dominic Mysterio face à Jimmy et Jay Uso. Et là, on va avoir un gros opener de Friday Night SmackDown, puisqu'on va avoir un match qui va durer 14 minutes 25. Alors, j'ai retrouvé un peu les Usos comme au plus beau jour. Je pense que là, il y avait une belle alchimie avec les Latinos. On nous a sorti à peu près tout. Alors, bien sûr, Jimmy et Jay vont particulièrement cibler Dominique en pensant tout simplement que c'est le maillon faible de l'équipe et que c'est certainement par lui qu'arrivera la défaite, si défaite il doit y avoir. Du coup, Jimmy et Jay vont s'acharner longuement sur Dominique, tentant de le blesser à plusieurs reprises. Jimmy va même s'élancer pour un Uso Splash sur Dominique, mais celui-ci va réussir à les contrer avec les genoux. Il va réaliser un petit paquet et avant, il va finalement donner la victoire au champion en titre. Là-dessus, Roman Reigns, il est en coulisses et il est, mais alors, pas content du tout, voire furieux, et il va demander à Paul Heyman de ramener ses cousins immédiatement. Il va y avoir une petite pause commerciale. Là-dessus, Reigns, on le retrouve avec les cousins, il est un peu en train de les engueuler parce qu'il leur dit mais les gars, là, vous avez perdu face à un enfant, quoi. Et donc, il comprend pas et ça va pas du tout. Mais il leur dit qu'ils sont chanceux parce qu'il reste du temps avant la fin du show et ils ont intérêt à régler ça directement avec Adam Pearce avant la fin de la soirée. Du coup, le Roman Reigns balance un ultimatum direct aux frangins, quoi, pour leur dire bah les gars, ce soir là, il faut régler la situation dès ce soir. Alors mon papy, du coup on se retrouve avec un gros opener de quasiment 15 minutes dans ce SmackDown. La Tag Team Division à SmackDown, quand elle se passe comme ça, c'est plutôt sympa, non? Ouais, plutôt sympa. Le gros match. Les Usos là sont revenus en pleine forme. Ils ont fait des gestes plutôt sympas à voir. Le finish était un peu bizarre parce que alors, je sais pas si c'est la façon dont c'est filmé ou autre chose, mais moi sur le coup j'ai pas bien compris en fait le truc, parce que je voyais Jey Uso qui était sur le bord du ring mais qui n'intervenait pas pour une raison qui m'échappait, et le compte de 3 qui se passait. Alors je me suis dit bah tiens, est-ce que c'est Jey qui trahit Jimmy et qui veut pas le sauver du compte de 3? Puis après ils disent non mais en fait il y avait l'épaule décollée et puis Jey montrait avec son doigt l'épaule décollée. Alors, c'est un peu couillon quoi. Il aurait pu
Et vu le temps du tombeur, il a quand même pu intervenir. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, t'as Roman Reigns qui reprend les affaires en main et qui faut un petit ultimatum. C'est bien parce que là, du coup, c'est clairement établi. Ça sera le fil rouge de la soirée. Et puis voilà. Et le seul truc qui m'a un peu perturbé au début du match, c'est que ils avaient vendu le SmackDown en disant dans SmackDown, vous apprendrez qui a agressé Rey Mysterio la semaine dernière parce que c'était pas Ziggler et Roode. Donc quelqu'un a attaqué Mysterio, on ne sait pas qui c'est, vous le saurez en regardant SmackDown. Et puis là, rien du tout, ils l'ont même pas évoqué. Donc je pense que c'est des plans qui ont été abandonnés finalement au moment où ils ont tourné le show. Bon après voilà, sur le coup ça m'a un petit peu perturbé parce que du coup je comprenais pas pourquoi ils avaient annoncé ça et qu'ils l'utilisaient pas. Au final, je me suis laissé embarquer par le match et l'histoire qui était différente, mais qui m'allait très bien quand même. Riot. 24/7 Championship Roleplay. Voilà, là, exactement ça. Après, le combat était propre, hein, ça, c'est pas étonnant, avec Los Mysterios et les Usos. Je suis un peu comme Papy, j'ai pas tout de suite capté le finish. Sur le coup, je me dis, ah bah merde, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, après, match de qualité, opener de qualité. Après, SmackDown savent faire des openers propres et assez longs, pour le coup. Mais le fait que ce qui se passe en backstage, Roman Reigns qui dit bah oui, mais voilà, il va falloir voir avec Sonya Deville et Adam Pearce de revoir les images. Et que, du coup, d'avoir potentiellement le rematch à la fin, moi, du coup, ça m'a tout de suite. Je savais ce qui allait se passer à la fin. On en reparlera sur sur la suite du show et la fin du show, mais du coup, ça m'a perturbé parce que j'ai tout de suite deviné ce qui allait se passer et voilà. Mais ce n'est que moi. Ouais, alors moi, pour le coup, bah écoute, je sentais qu'il y avait un problème sur le tombé. Et en fait, Pat McAfee et Michael Cole d'entrer en break, quoi, en disant il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on voie les replays et tout ça. Là-dessus, ils nous balancent les replays, on voit effectivement clairement l'épaule droite de Jimmy Uso qui est pas du tout bloqué par Dominique. Donc ça m'a pas perturbé plus que ça. J'étais en fait surtout étonné qu'il propose un finish comme ça après un match de 15 minutes. Après un match de 4-5 minutes, bon. Mais après un match de 15 minutes, c'est assez étonnant d'avoir pris cette décision de choisir ce truc-là. On va comprendre par la suite, tout au fil de ce SmackDown, pour quelles raisons ça se passe comme ça et qu'est-ce qui a été décidé au niveau du booking durant le show. Mais bah moi, ça m'a pas perturbé. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai vraiment été emballé par le match. J'ai trouvé Rere et Dominique en pleine forme. Vraiment, l'alchimie entre le fils et le père, je la trouve assez incroyable. Et je suis retombé sur quelques images d'archives dans la semaine où on voit un Dominique qui a 4-5 ans avec papa. Je crois que je l'ai mis sur le Discord d'ailleurs, la photo. Qui fait des frog splash sur papa alors qu'il a 5 ans et qu'il est masqué avec un pantalon, enfin, be like Rey Mysterio, quoi. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et j'avoue que ouais, ça continue à m'emballer. Je trouve formidable en fait cette rivalité là des frères face à un père et un fils, tout ça encadré par la tête de la table. Moi, je suis carrément client de toute cette rivalité. Et j'espère qu'on va nous préparer un beau truc pour un pay-per-view, parce que ça mériterait un grand match de pay-per-view, je trouve, cette rivalité. Ah bah, je pense, on va en parler plus tard, mais moi aussi j'ai ma petite idée là-dessus. Et à noter, je rebondis sur ce que tu disais, je trouve que Dominique ajoute de plus en plus de prises dans son arsenal de catcheurs. Et c'est plutôt propre quand on peut voir d'autres catcheurs qui sont pas si propres que ça. Lui, ça reste quand même assez propre. Donc voilà, donc c'est bien. Bah, bon point pour Dominique. Ouais, quand tu prends le Dominique Mysterio qui a commencé face à Seth Rollins l'année dernière, et tu prends le match d'hier soir, eh bah, ouais, tu notes clairement une belle progression de la part du jeune. Il me fait penser sur certains aspects à Sammy Guevara à la IW. Je trouve que c'est le même genre de catcheur, un peu le même genre de physique, sauf que Sammy Guevara, je pense, est largement supérieur en termes de promo. Mais Dominique Mysterio, pour l'instant, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, on lui demande de nous faire une belle team familiale double tacos, et c'est plutôt sympa comme ça, quoi. Allez, après la pub, on va avoir droit à une interview de Seth Rollins avec Kayla Braxton, qui va finalement vite tourner en eau de boudin, parce que c'est Kayla Braxton, elle est là pour poser des questions, pour parler de Cesaro et tout ça. Et visiblement, Seth Rollins, il en a absolument pas envie.
C'est vraiment pas, ça lui semble pas digne d'intérêt, tout simplement. Je suis assez surpris en fait finalement par l'attitude de Seth Rollins pendant ce petit package vidéo là d'interview. Seth Rollins, alors il change de costard tous les vendredis. J'avoue que ça m'épate aussi pas mal quoi. Le costumier doit s'arracher les cheveux avec lui chaque semaine parce qu'il doit débarquer, il doit lui dire bon alors écoute là la semaine dernière j'avais ça, donc cette semaine moi j'aimerais bien avoir ça. et c'est assez incroyable quoi. Et, euh, et en fait, Seth Rollins, il nous explique tout simplement que il comprend très bien ce que Kayla Braxton veut faire avec son interview et qu'il lui doit rien et qu'il doit rien non plus aux fans. Elle essaye de revenir à la charge, de lui reposer une question sur Cesaro. Et qu'est-ce que va faire Seth Rollins? Il va prendre son micro, le dégrafer et il va tout simplement, très inélégamment, jeter son micro sur Kayla Braxton. Alors ça, c'est pas un bon esprit, hein, mon ami Seth Rollins. Hein. Alors, là, du coup, Papy et Zigote, j'ai envie de vous poser des questions par rapport à Rollins, mais Zigote, ça va nous mener où cette affaire Rollins-Cesaro là? Bah, là, je ne sais pas trop où ça va nous mener, parce que ça fait quand même une semaine, voire même deux, qu'on ne voit plus Cesaro sur les antennes de SmackDown. Là, j'ai pas forcément aimé ce segment, parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Alors déjà, la semaine dernière, si vous avez écouté la review avec Papy et moi, j'avais trouvé son intervention pour son anniversaire, tout ça trop long. Là, je comprends pas dans le sens où on nous fait voir un peu backstage en se disant ah dans pas longtemps vous allez avoir l'interview entre CS Rollins et Kayla Braxton et tu le vois rigoler avec Kayla Braxton comme ça en disant bah tiens c'est cool il va faire une interview, il va avoir des trucs assez intéressants à apprendre ou des questions plutôt sympathiques pour au bout du compte après arriver au moment de l'interview dans le live pour faire genre bah en fait tes questions non je m'en fous t'es pas digne de moi là. Encore une fois, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que Cesaro, il serait peut-être temps qu'il arrive, revienne pour lui casser deux trois chicots dans les dents. Et puis, enfin voilà, là ça traînouille. Le seul truc intéressant, c'est de savoir toutes les semaines de quelle couleur sera le costume de Seth Rollins. Papy? Yes, effectivement, la fin du segment avec Rollins qui enlève son micro, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai trouvé. Il n'y a même pas eu de questions en qui s'énerve et qui se barre. Bon, ce segment, ça me fait surtout penser en fait que on s'était dit Cesaro, Rollins, c'est un truc où les mecs ils vont tourner autour pour être number one contender dans le main event tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça fait plutôt l'effet inverse, que les deux sont repartis dans la mid-card. Il n'y a plus du tout l'esprit que c'est des potentiels challengers à Roman Reigns parce qu'ils sont totalement dans des compartiments différents maintenant. T'as Roman Reigns et ses histoires d'un côté et eux de l'autre côté. Je me faisais la réflexion en me disant que c'est peut-être pas plus mal pour Cesaro. Parce que s'ils avaient grillé toutes ces cartouches tout de suite dans le main event, il aurait été grillé complètement parce que je pense qu'il n'a pas pour l'instant le niveau pour s'imposer dans le main event. En revanche, si jamais ils le font tenir avec Seth Rollins là, pendant encore un mois et qu'il se décide de lui remettre sa fusée au cul au moment où le public revient, là, peut-être qu'avec la magie du public qui va lui dire c'est This is awesome toutes les 2 secondes, ça peut peut-être marcher comme ça, juste avec l'appui du public en fait, qui compensera son manque lui de force au micro. Voilà, c'est ce que je me dis. Après, j'extrapole peut-être beaucoup, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que Cesaro et Rollins ont fait tous les deux un pas de retrait et sont redescendus en mid-card là, le temps de leur rivalité. Ok, alors si vous voulez bien, on va faire un point division féminine, où on aura eu un match et on aura eu aussi l'apparition de la championne. Alors on va commencer par le match qui est quasi anecdotique, puisque on va avoir un match entre Carmella et Liv Morgan qui se retrouvent bien isolés dorénavant, puisque le Riot Squad n'est plus. On vous le rappelle, Ruby Riot a été virée cette semaine, Sarah Logan, ça datait de l'année dernière, donc dorénavant la Liv Morgan, elle est seule à nager avec les requins. Et le requin du jour, il s'appelle Carmella. Alors Carmella, elle est en train de nous sortir un peu une nouvelle gimmick, puisqu'elle demande aux annonceurs dorénavant de l'appeler la plus belle femme de la WWE. La plus belle femme va donc enchaîner avec un match qui va être très oubliable, puisque c'est un match qui va durer 2 minutes 30.
La pauvre Liv Morgan ne pourra pas montrer grand-chose, hein. Elle aura un petit peu, 1 ou 2 moments de résistance, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Au final, Carmella va porter le Code of Silence, la soumission, pour faire taper Morgan. Victoire de Carmella. On va enchaîner sur le ring avec la SmackDown Women's Champion Bianca Belair qui va venir réaliser une promo dans laquelle elle va s'adresser tout simplement à sa challengeuse number 1, en l'occurrence Bayley, et elle va la challenger pour un match de championnat à Hell in a Cell, et elle attend sa réponse. La réponse qui va très vite venir, puisqu'on va avoir le rire de Bayley qui va se faire entendre dans le Thunderdome. Elle va apparaître sur le grand écran et elle va tout simplement accepter le challenge. Alors vous allez pouvoir me confirmer ou m'infirmer, mais j'ai eu un doute en fait pendant tout ce segment et tout, enfin surtout la fin du segment, à me demander si elle la challengeait dans un match de championnat, d'accord, mais à Hell in a Cell, d'accord, mais est-ce que c'était un match en cage ou est-ce que c'est un match simple, mon papy? Non précisé. Le doute m'habite. Bah, le doute t'habite et ce n'est pas précisé. Donc pour l'instant, c'est un match à LNSL et j'ai l'impression que pour l'instant, ils n'ont toujours pas annoncé quel match aurait la stipulation LNSL. Peut-être qu'ils ne le savent pas encore. Mais dans tous les matchs qui se dessinent, on n'a aucun qui a une stipulation annoncée, autant que je le sache. Parce que même le Drew versus Bobby, mais il n'est jamais dit que c'est dans un LNSL. Ou c'est moi qui ai loupé l'info. Pour l'instant, Donc, il y a dans la carte, voilà. en fait, ils annoncent des matchs, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de stipulations qui sont données particulièrement sur les matchs. Parce que moi, j'imagine bien aussi un Seth versus Cesaro. Est-ce que du coup, ce serait celui-là qui prendra le NSL? Ben voilà, j'en sais trop rien. Le Charlotte versus Ripley, pareil. Enfin bref, passons. Pour revenir à ton truc, ouais, on a eu donc l'allocard des filles avec Liv Morgan et Carmella. Le match n'était pas dégueulasse. Franchement, j'ai vu pire chez les filles. Je pense qu'ils vont lancer une histoire avec Carmella, mais mon petit doigt me dit que c'est pour lancer une autre catcheuse qui va être du coup intervenir pour casser la bouche de Carmella. Peut-être une nouvelle arrivante dans le roster principal, ou du moins qui était masquée et qui ne sera plus, on verra. Et puis concernant Bianca et Bayley, j'ai bien aimé le fait que Bianca prenne un peu le micro, prenne le lead, parce que c'est un reproche que, si vous écoutez la review qu'on a fait avec Ringside NXT, c'est un reproche qu'on a fait de dire qu'il n'y avait pas assez de leaders, de champions, etc., qui s'imposaient. Là, pour le coup, Bianca, c'est la championne, donc elle arrive, elle prend le micro, un peu comme Roman. La réponse de Bayley était pas mal. Les rires à la fin, sur tous les écrans, c'était peut-être un peu trop. Moi, Bayley qui rit, ça m'intéresse pas des masses, en fait. Zigote Zigote, il en pense que le match était, oui, effectivement correct. J'avais déjà loué les qualités de Carmella la semaine dernière dans son combat. Après, Liv Morgan, je pense qu'on peut pas faire grand chose avec. J'ai un peu l'impression aussi que Carmella, sa gimmick est, on va dire, semblable à Evolution du côté de Raw, même si on la voit pas encore sur le ring. Et après, j'ai toujours un petit peu de mal avec Bianca au micro. Je la trouve toujours un peu trop juste. Il lui manque quelque chose. Après, elle est dans le main roster depuis peu, donc elle a encore le temps de faire ses gammes. Bayley, oui, qui rigole depuis un peu trop longtemps. Et ce que j'ai vu chez nos confrères de Vox Catch qui trouvaient Bayley avait les pouvoirs d'Alexa Bliss au fait d'apparaître sur les écrans du Thunderdome. J'ai eu la même sensation, mais moi ça m'a fait penser à The Fiend. Au bout du compte où la personne apparaissait dans tous les écrans. Après, c'est pas très 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 intéressant comme je le disais la semaine dernière. J'attends qu'une chose pour le coup, ça, et je suis sûr que ça va m'intéresser, c'est le combat entre les deux à Hell in a Cell, et j'ai fast-checké très rapidement. C'est toujours considéré comme un single match entre les deux. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien, c'est une très bonne info pour l'instant. On verra bien, après ça peut évoluer. Hell in a Cell, c'est bientôt là. Je n'ai plus la date en tête exacte, mais de toute façon, ça approche vite. Donc j'imagine que les stipulations, là, à partir de la semaine prochaine, vont commencer à tomber dans les weekly de toute façon. 20 juin 2021. 20 juin. Ah ouais, d'accord. Quelques weekly encore. Ouais, encore quelques weekly, c'est dans 15 jours, donc effectivement, il y a encore de la matière à travailler. Allez, on reprend notre fil rouge, puisque en coulisses, on va retrouver Adam Pearce et Sonya Deville qui vont venir à la rencontre des Mysterio pour leur expliquer ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée, et leur expliquer que l'arbitre a fait une erreur lors du match, et qu'il va falloir tout simplement qu'ils redéfendent leur titre dans le main event de ce soir.
Et les Mysterio qui étaient quasiment habillés avec les valises et tout ça, et pas de problème, nous on y va, on est comme ça, on enchaîne, on va on va retourner au locker room et puis on sera prêt pour le main event. Ah, c'est beau les latinos. Euh, du coup, on va avoir aussi quelques petits segments backstage avec les Street Profits. Il y aura Chad Gable qui fera un truc un peu bizarre puisqu'il va tenter plus ou moins de rallier les Street Profits, mais il va se faire envoyer Black Bullet. Euh, Plus tard, on retrouvera les Street Profits qui sont en train de provoquer Otis. Et alors ça, c'était pas une bonne idée parce que Otis, lui, il va attaquer direct les Street Profits. Alors, du coup, qui est pas mal, enfin, en tout cas, la sensation que ça m'a donné tout de suite, c'est que finalement, on avait en fil rouge un peu la Tag Team Division avec le haut du panier, avec les champions et les number one contenders plus ou moins officieux que sont les Usos, mais qu'en dessous, dans la Tag Team Division, il y a des équipes qui continuent à batailler et à essayer de se faire remarquer, en l'occurrence les Alpha Academy, les Street Profits qui sont des anciens champions, donc tout ça quand même, ça donne de la vie au show, mon bon Zigote, non? Ah oui, bah, ça c'est une particularité, une des qualités de SmackDown depuis plusieurs mois où la Tag Team Division a toujours été mise en avant, elle a toujours beaucoup plus qu'à Raw, même si ces derniers temps elle commence à ressortir de l'eau. Et ouais, c'est intéressant. Après, là, oui, ce qui est toujours marrant, c'est de se dire que c'est Gable et Otis, c'est les heels dans l'histoire et les Street Profits, les face. Mais au bout du compte, les Street Profits passent un peu pour les gros canards de service en disant, ah, bah, gna, blablabla, on fait pas ci, bah ouais, mais non, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Et au bout du compte, Otis, bah, il a un peu vexé de dire, oui, vous êtes pas gentil avec mon copain. Du coup, il leur rentre dans le lard. J'aurais fait exactement la même chose qu'Otis. D'accord, ok, Zigote et Otis, même combat. Papy, toi aussi, même combat? Ouais, je pense aussi, parce que c'est vrai que les Street Profits, ils ouvrent un peu trop leur gueule. Ils méritaient bien cette grosse tarte d'Otis. Il l'a pas raté à Montesford. Il lui a bien mis une bonne tarte dans la gueule. Là, mon petit cœur a bondi de joie quand j'ai vu ça. Je dis, ah, bravo Otis, merci. C'est bien de leur faire fermer un peu la bouche à ces deux-là. Ouais, c'est intéressant là, ce qui se passe avec les tag teams. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Il n'y a pas un anniversaire du premier match tag team de l'histoire. Ils en ont parlé à un moment, je crois, dans le show, en disant ça faisait, je sais plus moi, 40 ans, 60 ans, qu'il y ait le premier match entre de la ceinture tag team. Je sais pas si ça vous parle. Oui, mais j'avoue, je l'avais pas noté spécifiquement. Mais Mais ouais, bon, bref. Donc il y avait un anniversaire à ce moment-là, donc c'est peut-être pour ça qu'on en a vu autant. Mais c'est vrai que ça faisait du coup un mini fil rouge en plus du gros fil rouge entre les deux. Alors on la reverra encore un petit peu après, mais bon, ça va nous mener du coup à un match, mais pas ce soir, pour le coup. Mais c'est vrai que j'étais interloqué qu'ils mettent autant de lumière dessus. Et bah, c'est pas plus mal. Les Street Profits, ça les éloigne un peu de la title picture. Et puis bah, Otis et Gable, c'est une équipe qui fonctionne bien, je trouve. Donc plutôt cool, quoi. je suis d'accord avec vous deux de toute façon, donc je trouve que votre analyse est pertinente, messieurs, et je vous rejoins sur quasiment tout. Euh, je- je- Zigot disait que la Tag Team Division à SmackDown est beaucoup plus intéressante, et ce depuis des mois et des mois par rapport à Raw, et je pense que ce constat, il est total et brutal de toute manière, parce que c'est une triste réalité pour Monday Night Raw. Euh, Vraiment, on a le sentiment que voilà, le catch par équipe, ça les intéresse, les bookers à SmackDown, ce qui n'est pas le cas à Raw. Et Et fast-checking, excusez-moi, je coupe très rapidement. Ton papy a très bien entendu, après une recherche, le premier titre tag team à la WWEF, comme vous voulez, date du 3 juin 1971. Voilà, c'est ça. puis, mon année de naissance, formidable. Alors là, Les incroyable. 50 ans. Les 50 ans du Rick premier titre. Graham et Tarzan Tyler. Wow! Ah bah alors, ça, c'est de l'info, ça c'est du fact-checking qui va faire plaisir à Kyrias, ça. Eh ben, magnifique, quoi. Eh ben, peuple de catch-up, vous voyez un peu comme on est aux petits oignons avec notre public, hein. Vous voyez ça un peu. On fact-check en direct même maintenant, quoi. C'est énorme. Allez, on retourne dans le ring. On va avoir un match qui va durer moins longtemps que les deux entrées réunies, puisque King Corbin et Shinsuke Nakamura s'affrontent à nouveau. Alors, ils sont toujours dans leur bagarre. Là, ça fait au moins 3 semaines que ça dure maintenant, pour des histoires de couronne. Shinsuke Nakamura, qui est donc repassé du côté lumineux de la force, et est accompagné dorénavant systématiquement par Rick Books, le guitariste catcheur, et qui là carrément est venu jouer de la gratte en grenouillère, donc c'était quand même assez original.
Le match en lui-même, par contre, ne va pas verser dans l'originalité puisque ce match ne va durer que 1 minute 55. Donc vraiment, là, sur ce coup, on peut pas dire qu'on aurait été très gâté là-dessus. Corbin va d'ailleurs porter un roll-up, un petit paquet sur Nakamura pour le compte de 3 et pour la victoire. Donc vraiment un truc expéditif. Après le match, Rick Books va intercepter Corbin en ringside et Nakamura va en profiter pour frapper le King Corbin et va finalement célébrer avec Boogs pour conclure tout ce segment. Alors c'est assez drôle puisque finalement c'est King Corbin qui gagne le match, mais comme souvent en catch, c'est celui qui perd qui a le dernier mot, qui casse la gueule au vainqueur et qui a sa musique qui retentit pour terminer. Donc une espèce de grand classique, j'ai envie de dire, à la WWE. Mais maintenant, reste à savoir, est-ce que cette rivalité, qui est vraiment de la low mid-card, intéresse les chroniqueurs de catch-up? Et ça, nous allons le savoir tout de suite par la douce voix de notre papy. De moins en moins. De moins en moins. Je suis pas contre une petite rivalité de low card. J'en parlais tout à l'heure avec Carmela qui lance sa petite histoire à elle. Mais il faut que ça avance au bout d'un moment. Et là, ça fait comme 3 semaines qu'on a le même segment. Rick Books qui déconcentre Corbin et du coup Nakamura qui en profite. Ou qui attaque Corbin et du coup Nakamura qui récupère la couronne. Enfin, la couronne, t'as l'impression que c'est le titre 24-7, quoi. À chaque fois, il la perd au début, puis il la récupère à la fin. Et puis un roll-up. Pour faire plaisir à Zigote. Donc, non, je n'avais rien contre ces 3 gars-là, mais il faut que ça avance, là. Et là, cette semaine, ça commence à être la fois de trop. 24 Championship Roll-Up Player, comme tout à l'heure. Tout comme Papy, en fait. La première semaine où ça s'est passé, j'ai trouvé ça intéressant, ça a donné un peu plus de gaieté et l'ajout de Rick Boogs avec Shinsuke Nakamura était assez sympathique. Voilà, deuxième semaine, c'est la même chose. Troisième semaine, c'est la même chose. Ouais, alors, soit on passe à vraiment quelque chose de concret où ça se tape vraiment un peu plus sur la gueule, ou il rend sa couronne, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, non, là, faut passer à autre chose. Que si c'est pour se taper ça jusqu'à Hell in a Cell, ça va être un peu trop long. Ouais, alors moi je suis comme vous, cette rivalité ne m'intéresse absolument pas. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de cette histoire de la couronne. Alors je ne sais plus avec qui on en avait parlé dernièrement, mais moi cette histoire de couronne, en fait, ça me gonfle au plus haut point parce que la WWE, elle a quand même un pay-per-view ou un tournoi qui s'appelle le King of the Ring, et que s'ils ont un vrai problème avec cette histoire de couronne, pourquoi ne pas le régler de manière traditionnelle en réorganisant un nouveau King of the Ring qui n'a pas eu lieu depuis Ah, un moment? 100% d'accord. Donc moi je ne comprends pas là. Donc s'ils veulent nous intéresser au titre de King, c'est certainement pas en nous offrant une rivalité qui est quand même de piètre qualité pour l'instant. Donc moi je n'adhère pas. En plus pour nous coller des matchs de moins de 2 minutes avec zéro intérêt, là je trouve que c'est du gâchis. Alors évidemment ça tombe en plein milieu de carte du SmackDown. On est habitué à la WWE. Voilà, les milliers de shows de Weekly, c'est souvent comme ça. Mais là c'était particulièrement sans intérêt. Le seul intérêt finalement que je trouve dans cette rivalité, c'est Rick Boogs, que je ne connais pas et que du coup je découvre petit à petit. Je trouve que c'est un gratteux plutôt intéressant. Ça m'a fait marrer en fait de le voir en grenouillère là. C'était assez. J'ai trouvé ça assez original finalement. Voilà, le mec habillé en catcheur et qui joue de la gratte. C'est plutôt sympa, c'est plutôt rafraîchissant. Mais par contre pour le reste, là c'est pour moi de la mauvaise mid-card. Donc j'espère qu'on va passer à autre chose très très vite. Mais le King of the Ring, on en parlera un peu après. On fera une petite digression une fois qu'on aura passé les top flop notes. On a pratiqué la chose avec notre ami IRM pour la review d'Euro et c'est plutôt sympa comme ça. Allez, on repart. On avait un gros match qui était annoncé pour ce soir, les amis. On avait un Intercontinental Championship match qui était annoncé tout simplement entre Apollo Crews et Kevin Owens. Donc on attendait ça avec impatience, mais ça va mal commencer pour Kevin Owens, puisque d'abord en backstage, le commandant Aziz, avec les insignes de sergent sur sa veste, va attaquer Kevin Owens, et puis va l'attaquer très très fort, va lui faire très très de mal. Les officiels vont être obligés de venir pour les séparer, avec un Apollo Crews hilar qui se rend sur le ring. Là-dessus, on part directement dans le Thunderdome. Le match va bien avoir lieu, et là, on ne va pas avoir droit aux 2 minutes qui se sont passées au préalable avec Corbin et Nakamura, mais on va avoir un bon, gros, vrai match de catch qui va durer 12 minutes, avec un Kevin Owens qui va bénéficier de plusieurs near fall, qui va être extrêmement dangereux, tellement dangereux qu'on va à un moment croire, et d'ailleurs Pat McAfee, à plusieurs occasions, va le répéter,
est-ce que ce soir, c'est le soir de Kevin Owens, puisque il est à l'offensive, plusieurs reprises, il va faire tomber Apollo Crews dans ses grosses pattes, et on va penser que ça va marcher, mais non, c'est pas possible. Apollo Crews reste quand même le champion, il reste dominateur. Lui aussi, je trouve qu'on en reparlera, mais lui aussi, je trouve qu'il a, il a, comment dire, peut-être il s'est un peu réinventé son moveset, je vais dire. Je trouve qu'il utilise de plus en plus de prises qu'il n'utilisait pas du tout au préalable. Il est un peu plus brawler sur les bords aussi. Et donc, du coup, ça faisait une opposition avec Kevin Owens, qui lui est totalement à l'aise dans ce strong style, on va dire. Et du coup, ça a donné un match assez enlevé, beaucoup de tentatives des deux côtés. Ça se passe plutôt pas mal pour Apollo Crews durant ce règne et il continue à le prouver parce que pour moi, en ce moment, il affronte un peu la crème de la crème avec le Kevin Owens, avec le Sami Zayn. Bref, autour du titre intercontinental, il y a quand même pas mal de mecs pas dégueux. Au bout du terme, quand même, de ces 12 minutes, Apollo Crews, par tomber, va réussir à battre Kevin Owens. Mais ça va pas se terminer comme ça, puisque après la rencontre, on a un Sami Zayn qui débarre à 10 000 à l'heure sous le Titantron, qui glisse majestueusement sur le ring et qui va attaquer Kevin Owens de toutes ses forces pour la 576e revival de la feud qui a commencé à l'école élémentaire, qui a continué au lycée, qui s'est ensuite enchaîné en indépendant, puis à NXT, puis dans le main roster. Sami Zayn et Kevin Owens ne peuvent pas se quitter, ce n'est pas possible. Cette fois, Sami Zayn a décidé de casser la gueule à Kevin Owens après l'Intercontinental Championship. Ça nous donne un Sami Zayn surexcité, finalement qui va repartir en coulisses, peinard, en laissant le cadavre de Kevin Owens au milieu du ring. Mon zigote, l'Intercontinental, c'est quand même du rock'n'roll là, depuis plusieurs semaines. Ouais, c'est des jolis riffs. Le combat, comme tu le disais sur la review, était de qualité. Après, les deux catcheurs, effectivement, ils savent ce qu'ils font. Apollo Crews, ouais, depuis qu'il est passé heel, a plutôt changé sa façon de combattre et est vachement plus agréable à regarder que ce côté face, charisme de poulpe qu'il avait avant. Et voilà. Après, moi, ce qui me chagrine, c'est l'après-match, l'attaque de Zayn sur Owens, comme t'as dit, voilà, ça existe depuis. Alors je me doute qu'ils doivent redistribuer les cartes avec les licenciements qu'il y a eu ces derniers jours. Mais voilà, après un combat entre Owens et Zayn, un combat, sur le ring, ouais, très bien. Après les histoires à raconter, je pense qu'on a un peu fait le tour depuis très longtemps. Ou alors essayer peut-être plutôt d'insérer Zayn dans une triple threat pour le titre intercontinental. Comme ça, du coup, ça permettrait un peu de renouveler l'histoire avec Owens et du coup associer Crews, parce que si on se rappelle bien, ces dernières semaines, quand il y avait encore beaucoup de monde autour, Zayn était quand même vachement intéressé à récupérer son titre. Et moi, je m'intéresserais plus au fait que ce soit un triple threat, et que Zayn récupère le titre et qu'il peut avec Apollo, peut-être au pire heel contre heel. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui peut me perturber, mais si c'est juste pour faire une feud sur les semaines à venir avec Owens Zayn, moi je dis non. D'accord, papy. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Effectivement, j'ai l'impression qu'il souffre un peu de la redistribution de cartes forcées avec la disparition d'Aleister Black qui venait d'intégrer un peu toute cette histoire. D'ailleurs, ce qui a entraîné la disparition de Biggie aussi dans la foulée. Même si lui, on peut espérer qu'il revienne justement peut-être dans le cadre du fait que Zayn et Owens s'éloignent peut-être d'Apollo Crews, à voir. Le match m'a surpris parce que sachant qu'il restait le rematch tag team derrière, je me suis dit putain, ils vont faire ce match-là, il va être saboté, puis ils vont garder la place pour le main event. Et en fait, il y a comme 12 minutes avec Kevin Owens qui s'est bien défendu, qui a vendu ses blessures pendant tout le match et qui au final se fait prendre un vrai pin, non pas un roll-up. Ça fait comme plaisir d'avoir un vrai finish au moins une fois dans le show. Non, je dis ça, c'est pas vrai parce que Carmella, elle a fait sa soumission. Mais bon, c'est pas loin sinon. Euh, et donc voilà, pourquoi pas, j'attends de voir la suite. Et je vous rejoins tous les deux. Apollo, son style est vraiment passé d'un mec qui était plutôt aérien
un mec maintenant qui est plutôt, je sais pas c'est quoi, c'est le mat wrestling, quand tu fais pas mal de prises, de souplesse et tout le bordel. Et puis ouais, moi, je vous avouerai que c'est plutôt aussi un catch qui me plaît plus que le truc trop aérien, donc plutôt bien. Ouais, alors moi, vous voyez, je crois que là, pour une fois, les bookers sont pas à mettre en cause dans ce qui s'est passé là. Le match était de très bonne qualité. Moi, je reviens pas là-dessus. Je vais revenir plutôt sur l'intervention de Zayn à la fin. Je pense que là, on est face à un truc où les bookers ont été pris complètement au dépourvu, puisque quand même la semaine dernière, Aleister Black faisait son retour, collait un Black Mass à Biggie. Dans la foulée, Aleister Black se fait virer, Biggie disparaît du show. Il a fallu, je pense, booker un peu en urgence le segment intercontinental ce vendredi. Et je crois que tout simplement, on a été voir Sami et on lui a dit, bah voilà, Sami, il faut qu'on fasse quelque chose avec toi là, parce que là, on n'a plus Aleister, on n'a plus Biggie, donc il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Et puis quelque part, c'est Kevin Owens qu'on a payé les pots cassés et puis qui s'en est pris plein la gueule pour terminer après un match de super qualité. Donc je reste confiant parce que je trouve que je trouve que tout ce qui se passe autour de l'Intercontinental est plutôt sympa, que les catcheurs qui gravitent autour de cette pitcher sont vraiment tous cool, me plaisent vraiment tous bien. Je trouve que Apollo Crews fait un très bon règne. Je le trouve super en heal, super efficace. Il a trouvé son personnage, j'ai l'impression. Comme je l'ai dit pendant le play-by-play, et je trouve en plus qu'il a amélioré son moveset et que voilà, il se met complètement dans la peau du méchant. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc pour le coup, voilà un segment qui me plaît bien. Je reste quand même complètement interloqué par le licenciement d'Alistair Black et j'aurais trouvé génial, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'aurais trouvé vraiment génial un truc à 5 là, un Biggie, Sami, Kevin, Apollo, Alistair Black et puis au fond là en train de foutre la merde de temps à autre le commandant Aziz. Je trouve que ça aurait eu de la gueule cette Intercontinental Championship là, avec Alistair Black présent quand même, non? Moi, pas trop, parce que moi, les Hollandais, ils tapent bien l'incruste dans nos campings. Alors, si en plus ils commencent à taper l'incruste dans des matchs pour un titre de championnat, ça va pas aller, quoi. Effectivement. Alistair, si tu nous écoutes, papy te C'était passe le gratuit. bonjour. Papy te passe le bonjour. Allez, et bah écoutez les amis, ça y est, on est arrivé. On est au main event, comme annoncé par Adam Pearce et Sonia Deville. Il va y avoir donc le rematch dès le même soir entre les fils et pères Mysterio et les frères Uso. Alors c'est reparti, on se dit on a quand même eu déjà un match de 15 minutes, donc combien de temps va durer cette affaire? Bah, cette affaire va durer encore 8 minutes 20, donc mine de rien, les mecs auront catché presque 25 minutes dans un show qui dure 1h25, donc c'est assez incroyable quand même, mine de rien, quasiment un tiers du show aura été occupé par la Tag Team Division et par les main eventers de la Tag Team Division. Donc on va avoir un match qui va reprendre à peu près sur les mêmes bases que l'opener. Ça va s'envoyer dans tous les sens. On sent que les Ouzo là ont la rage après ce qui s'est passé dans l'opener, donc du coup ils vont encore en plus s'appuyer sur le champignon. On les sent dominateurs, mais il y a Ray, lui il laisse rien, il passe rien. Il continue, il envoie, il va se charger de Jimmy. Alors Jimmy, j'ai toujours un doute, mais bon, il me semble que c'est Jimmy à qui il va lui faire tout un tas de misères, dont le fameux 619. Au moment où on sent que ça va se terminer après ce 619, que Dominique va s'apprêter à porter le splash, il débarque sur le ring, bah tout simplement la tête de la table. Et la tête de la table, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va poser un Superman Punch à Dominique. Et là-dessus, notre champion universel, tout vénère, il va passer père et fils à tabac. Il va les attaquer même avec les escaliers du ring. Il va jeter Ray par-dessus la barrière d'insécurité. Il va ramener Dominique sur le ring en obligeant les Ouzo à le regarder, le détruire. Alors la scène, cette scène-là va pas du tout plaire à Jimmy, qui va décider tout simplement de se barrer. Il va appeler Jay pour qu'il le rejoigne, mais Reigns, il refuse de le voir partir. Jay, on sent qu'il est un peu perdu là, il sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je choisis entre le frangin, entre le cousin. Là-dessus, Reigns, il va continuer son opération de destruction et il va continuer à attaquer Dominique. Il va lui coller une énorme powerbomb. Rest in peace la colonne vertébrale de Dominique. Et c'est là-dessus, tout simplement, que SmackDown va rendre l'antenne. Donc, victoire de Rey Mysterio et Dominique Mysterio par disqualification face aux Usos et grosse colère de Roman Reigns. Alors, mon zigote, on va finalement revenir sur ce que tu disais au début de la review.
Eh ben écoute, Roman Reigns, je crois qu'il s'est posé là mais a-t-on une explication véritablement cohérente à cette intervention à la fin du main event? Bah ça, alors du coup ça, comment dire, ça annule ce que j'ai dit la semaine dernière où je pensais que le fait que les Usos allaient affronter Rey et Dominic pour les ceintures, qu'ils allaient gagner et je pensais qu'ils allaient gagner. Au bout du compte, parce qu'après avec le premier match qui s'était passé, qui allait être joué en main event, je m'étais dit bon bah c'est bon, c'est ce soir qu'ils vont gagner. Mais non pas du tout. Alors j'ai pas forcément vu venir l'intervention de Roman Reigns sur la fin. J'ai apprécié le beatdown. Alors, le combat était de qualité, hein, un peu comme ce qu'on a vu en opener. J'ai apprécié le beatdown. Voilà, après, je pense que voilà, Reigns il est là pour dire, en fait, les enfants, c'est moi le patron, c'est pas vous qui décidez d'être champion ou quoi que ce soit, c'est moi. C'est un peu ce qui se trame depuis ces dernières semaines. Voilà. Beatdown, j'apprécie. Il va peut-être falloir tout doucement à ce que Jay décide de savoir s'il repart avec son frère ou s'il part avec son cousin, parce que pareil, ça commence à faire 2-3 semaines où depuis que Jimmy est revenu où ça tangue. Après c'est normal, il faut que l'histoire se crée, mais voilà, comme Hell in a Cell c'est encore un peu loin, je suis pas forcément sûr de reprendre les hésitations toutes les semaines en se disant bah je préfère qui, je préfère la tête de la table ou je préfère mon frangin ou autre. Mais voilà. Beatdown de qualité, main event de qualité. Après, voilà, faut que ça se décante, faut accélérer. Et vraiment, voilà. La semaine dernière avec Papillon, on disait que c'était appréciable le fait qu'on ne sache pas où ça va. Là, j'aimerais, avec cet épisode, que la semaine prochaine, on puisse savoir où vraiment ça va amener et voilà ce que ça va nous donner pour Hell in a Cell. Ouais, moi, je trouve encore qu'il y a encore plein de pistes qui s'ouvrent à nous. L'intervention de Roman est venue un peu par surprise en attaquant Dominique et en pétant la gueule de Mysterio. On n'en avait pas parlé tout à l'heure, je crois, mais en fait, il y a eu un moment dans des nombreuses fois où Roman et ses cousins se sont croisés. À un moment, il a parlé à Jay en l'appelant Jimmy et Jay fait mais moi c'est Jay et puis Roman il fait ah voilà je commence déjà à oublier lequel des deux tu es. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que là, c'est vraiment une grosse torture psychologique qu'il lui met, mais de psychopathe. Et là, c'est vraiment le Roman, le psychopathe pendant tout l'épisode. Tu parlais d'un épisode qui était dédié à Tag Team. Moi, pour moi, c'est un épisode qui est dédié à Roman, là, parce que là, c'est ses cousins, c'est son histoire, c'est lui, le psychopathe, qui fait l'ouverture, qui fait la fermeture. Il est partout, il est en permanence là. Ça me dérange pas personnellement parce que je trouve que ça fait vraiment la grosse tête d'affiche du show là. Ça me rappelle des Triple H quand il écrase tout à Raw à une époque où le Rock d'ailleurs, il me semble que c'est une époque où tu le voyais tout le temps partout, tout le temps. Et Roman Reigns pour moi il s'inscrit dans cette lignée là de dire c'est le taulier du show, le tu regardes SmackDown pour voir Roman Reigns et du coup t'en as pour ton argent parce qu'il est partout, il est là tout le temps, il fait le taf et je me demande même du coup dans les pistes possibles parce qu'on se demande, voilà, dans quel camp va tomber Jay? Est-ce que Jimmy va finir par rallier son frère? Est-ce qu'il va trahir Roman? Est-ce qu'il va une nouvelle feud entre Roman et Jimmy? Mais est-ce qu'on n'aurait pas aussi peut-être un Roman versus Rey Mysterio qui pourrait débouler, vu comment Roman a tabassé à mort Dominique? Là, il a pris le gosse et il l'a massacré, massacré, massacré. On peut très bien avoir un Rey qui veut défendre son fiston et débouler un Roman versus de Rey Mysterio qui serait très intéressant, je trouve. Donc voilà, moi je reste conquis par ces histoires et toutes les possibilités qui s'offrent devant nous avec cette rivalité. Voilà, j'en joue encore et il faut que ça continue. Ah, moi, tu me vends du rêve, hein, parce que une des choses que j'allais soulever, c'est que j'allais vous dire, finalement, où sont les challengers à Roman Reigns dans cette affaire? Mais finalement, c'était pas tellement le sujet du jour à SmackDown, c'était toujours ce fil rouge entre la famille qui règle ses problèmes et finalement se dire que, ben, après ce beatdown en règle de Roman Reigns sur la famille Mysterio, effectivement, mon papy, voir Ray dire bon bah puisque c'est comme ça, bah moi je vais pas me laisser faire et j'en ai vu d'autres dans ma carrière, donc la tête de la table, bah moi je vais aller lui retourner les pieds là. Et bah un Rey Mysterio versus Roman, je serais pas contre du tout, hein. Surtout que Ray, s'il y a un catcheur qui est hyper à l'aise avec les powerhouse,
C'est bien lui, hein, tout au long de sa carrière. Je pense à son dernier gros match face à un powerhouse, en l'occurrence face à Brock Lesnar, qui pour moi a été un des plus grands matchs des 2-3 dernières années. Donc, si Rere venait vraiment à s'intéresser à la ceinture suprême de SmackDown, je serais, le 1er satisfait, quoi. Vraiment, je serais totalement heureux de la situation. Mais du coup, ce SmackDown se termine de cette manière-là. Je trouve ça plutôt bien. Ça m'a complètement, entériné l'idée que la Tag Team Division à SmackDown, c'est vraiment fun, c'est vraiment chouette. On s'éclate. Alors, ils se servent de ça avec, tout ce qui se passe autour de l'histoire familiale et cetera. Bah, et ben, pourquoi pas? Et je considère que c'est plutôt une belle réussite. Et puis, bah, la tête de la table, pouah, continue à être archi impressionnant. Et finalement, c'est marrant parce qu'on le voit beaucoup en survêtement, beaucoup. Et dorénavant, on ne le voit quasiment plus catché dans les weekly. Et on a l'impression qu'il garde le fait d'être torse-poil, voilà, tout muscle dehors, et que c'était quasiment uniquement pour les pay-per-view dorénavant, ce qui lui donne encore plus d'aura, je trouve, quand à chaque fois qu'on le voit justement débarquer dans les matchs de pay-per-view. Et je crois que j'ai jamais trouvé le personnage de Roman Reigns aussi puissant et aussi fort. Et donc, du coup, moi, ça passe crème, toute cette rivalité. Et je trouve assez sympa. Je suis toujours assez client, moi, de toute façon, des rivalités familiales dans le catch. Ça donne toujours des trucs assez incroyables. Et c'est souvent des rivalités sur la durée. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour une fois, moi, je trouve, on ne nous vend pas un truc sur 2 semaines ou un mois. Voilà, on étale une storyline, une narration sur plusieurs mois. Et je trouve que c'est vachement bien foutu. Je trouve que ça bosse bien à SmackDown. Et on va voir si vous avez le même avis que moi, puisque nous arrivons à la tradition. Et la tradition, c'est le top, c'est le flop, et c'est la note, et c'est le zigote qui va ouvrir. Alors, le zigote, il commence toujours par le flop. Le flop, ça va être. J'hésite entre deux, comme la semaine dernière. Je vais donner mon flop à Seth Rollins, voilà, segment qui n'a été d'aucun intérêt. Et, voilà, il est temps de voir ce que ça va mener, ou le retour de Cesaro à un moment donné. En top, du coup, je donnerais quand même, malgré les petites réticences que j'ai eues sur la suite des événements, je vais quand même donner ça au fil rouge la famille Uso. C'est comme tu as dit, tonton, c'est que voilà, c'est quelque chose qui traîne sur plusieurs semaines. Voilà. Alors, moi aussi, j'aime bien les trucs qui traînent sur plusieurs semaines. C'est juste que là, ouais, j'aimerais que ça se dirige sur. Là, pour le coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe la semaine prochaine. Du coup, c'est ça qui m'a perturbé. Mais sinon, c'est toujours de qualité depuis plusieurs semaines, cette histoire samoane. À SmackDown, donc voilà. Après, je vais pas être très généreux sur le show au niveau de la note, parce que je me suis quand même globalement ennuyé. Je vais mettre 2,5 sur 5 comme la semaine dernière. Ça fait 2 semaines où SmackDown me déçoit un peu. Il y a du très bon. Voilà, les Usos, c'est très bon. Mais voilà, avant, il y avait un peu beaucoup plus de choses. Mais est-ce que, voilà, avec les rivalités, comment dire, pas les rivalités, mais avec les licenciements qui se sont passés ces dernières semaines, je pense aussi que ça change, parce que c'est comme de bons catcheurs qui pouvaient apporter de bonnes choses à SmackDown, et ils sont un peu obligés de faire des choses de briquet de broc. Et voilà. Mais je m'attends à ce que SmackDown relève la tête comme il le fait très régulièrement. Allez, papy, faut topper, faut flopper, faut noter. On y va, on y va. Donc, du coup, mon flop, ça sera pour Ruby Riot. Ah non, elle est plus là. Oh merde! Comment je vais faire? Je le mettais toutes les semaines à la pauvre Ruby. Comment je vais faire pour mettre un flop? Non, non, la pauvre Ruby. Je lui souhaite le meilleur pour sa carrière, si possible, pas dans le catch. Donc, mon flop, je vais le donner à l'histoire autour de la couronne. Là. On s'en bat les couilles. Il faut passer à autre chose. Faites-nous un vrai tournoi King of the Ring, mais arrêtez à jouer au chat à la souris. Là, on s'en fout. Mon top, du coup, je l'aurais bien donné aussi pour le fil rouge et Roman qui tue tout ce qui est énorme, quoi. Mais du coup, je vais essayer de varier et du coup, je vais le donner pour le match intercontinental de très bonne qualité entre Owens et Apollo Crews. Là, il y a eu du très beau catch. J'ai trouvé simple mais vraiment efficace et qui racontait une histoire sympathique. Donc voilà, très bien raconté l'histoire. Et ma note, alors moi je suis pas comme Zigote, moi j'ai passé un super moment en fait, alors notamment avec le fil rouge parce que le fil rouge m'éclate totalement. On en parlait avec Ringside et je trouve qu'à Raw et à NXT il y a plus du tout d'histoire racontée, il y a rien, il y a juste des rivalités de temps en temps, puis il y a vraiment rien qui sort de l'ordinaire.
Et là, SmackDown, on a la chance d'avoir une super, super, super histoire avec d'autres petites histoires qui tournent autour. Là, les Street Profits et Otis, Carmella qui va lancer son histoire, je suis la plus belle. Enfin, c'est des petites histoires, mais toi, mais autour de ça, tu as une grosse histoire centrale et puis qui tient le truc, qui tient le show. Et donc, moi, j'ai envie de donner une bonne note, une bien bonne note à ce show. Et donc, du coup, je donne un 3,25 à ce SmackDown. Quelle note. Alors, bah écoute, moi je vais un petit peu, en passant le dernier, du coup je me retrouve un petit peu coincé dans vos différents top flop notes. Je vais tirer sur l'ambulance aussi concernant le flop par rapport à Corbin et Nakamura. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, le match sans aucun intérêt. Cette histoire autour de la couronne de plastoc, je m'en fous, mais alors absolument. Donc vraiment, non, non. Si c'est pour nous coller ça à chaque fois en milieu de show, c'est vraiment, je trouve que c'est un espèce de gâchis là. Et donc j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Donc je leur donne mon flop sans hésiter. Et mon top, bah, du coup, moi aussi j'hésitais avec l'Intercontinental Championship et le fil rouge. Je trouve que c'est une des bonnes spécialités de SmackDown, ça. Je trouve que ce fil rouge, c'est quelque chose qu'ils font toutes les semaines. Des fois, c'est pas forcément d'ailleurs la tête de la table, mais des fois, ça peut passer sur autre chose. Mais là, finalement, j'ai presque envie de dire qu'on avait presque un double fil rouge entre la Tag Team Division, la tête de la table, etc. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des efforts de fait à SmackDown qui ne sont pas faits à Raw. Et ça, je trouve que c'est vachement appréciable. Mais je vais quand même rejoindre mon papy et je vais aussi le donner à l'Intercontinental Championship match parce que j'ai vraiment trouvé le match excellent. Euh, Tous les protagonistes sont des mecs que j'aime, donc ça aide. Et du coup, je trouve que c'était un très très bon match, mais je ne retirerai en rien les 25 minutes données aux Uso et au Mysterio parce que c'était très bon aussi. J'aurais presque pu donner quasiment un double top. Et moi, je vais donner une bonne note aussi. Je vais donner un 3. Je vais donner un 3 ce SmackDown. Globalement, moi, je me suis pas ennuyé. Voilà, quelques passages, soit qui m'intéressent pas, soit qui étaient mauvais, comme Corbin Nakamura, ou qui m'intéressent pas, comme Carmella. Mais globalement, je me suis pas ennuyé, quoi. Et donc ça, c'est cool, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait de la suite dans les idées au niveau des storylines. J'étais curieux, en plus, de voir comment ils allaient gérer cette affaire avec Aleister Black qui avait disparu des écrans suite à ce qui s'était passé la semaine dernière. Et finalement, ils ont passé crème. J'aime de plus en plus Pat McAfee aux commentaires, qui me surprend un peu plus à chaque fois. Et du coup, c'était un show assez agréable auquel je vais mettre un 3. Et ben voilà, messieurs, on vient de terminer cette review de SmackDown. Et donc, je vais en profiter pour digresser un petit peu, puisqu'on en a déjà parlé un peu, mais je voudrais rebondir là-dessus. Euh, on constate, on a mis un flop là, pas général, mais presque, à ce qui se passe avec Corbin et Nakamura. Moi, je pense depuis très longtemps qu'il y a trop de pay-per-view à la WWE, qu'il pourrait se contenter, il pourrait supprimer quasiment, j'irais quasiment entre 3 et 4 pay-per-view. Mais à la rigueur, s'il y avait un pay-per-view que je remettrais bien en jeu, c'est le King of the Ring. Et quand je vois la merdasse qu'on nous propose avec Corbin et Nakamura, bah moi je me dis que pourquoi ne pas relancer un King of the Ring? Et pourquoi ne pas faire un truc qui mêlerait weekly et pay-per-view? On ferait des matchs de qualif, et puis on pourrait envisager des quarts de finale, des demi-finales et une finale dans le cadre d'un pay-per-view. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Papy? Ouais, alors, je sais pas si ça doit être dans le cadre d'un pay-per-view ou pas. J'ai pas su. J'ai l'impression que le King of the Ring, il a fait à la fois des pay-per-view et à la fois des weekly en termes de résolution, parce que j'ai des souvenirs de finales qui étaient dans des weekly ou dans un pay-per-view qui n'était pas le pay-per-view King of the Ring. Donc il a toujours eu un statut un peu bâtard, j'ai l'impression, dans le positionnement. Mais par contre, je suis à 200% sur le fait qu'il faudrait le relancer pour redonner de l'intérêt. Et là, c'est là où ça manque un peu d'une figure d'autorité réelle. Un mec qui dirait arrêtez vos conneries, arrêtez de vous courir après et on va faire un tournoi. Et là, ça pourrait le faire s'il y en avait un gars toutes les semaines qui s'énerverait. Enfin, je sais pas, voilà. Ça manque d'histoire un peu et je pense que ça ferait du bien. Quitte même à ce que ce soit le baron qui la regagne à ses couronnes, hein, pourquoi pas, hein, mais au moins ça redonnera un peu de truc, ça redonnera de la légitimité au truc. Moi, j'ai toujours été plutôt réceptif au statut de King of the Ring, parce que je trouve que voilà, ça crée un personnage, alors pas toujours réussi. Je me souviens notamment de King Sheamus qui était totalement foireux,
Mais souvent, ça peut donner un certain style au gars. Ça lance une petite rivalité qui veut pas casser trois pattes à canard, mais voilà, qui relance une petite histoire. Donc, moi, je te suis dans le sens où ça serait bien de le lancer. Après, sous quel format, ça, par contre, je sais pas trop. Si c'est pour avoir des demi-finales et finales dans le même show, par contre, l'intérêt qu'il y ait des participants de très très haut niveau, quoi. Là, parce que si c'est pour se taper quart de finale, demi et finale avec 3 matchs de Corbin, 3 matchs de Nakamura, 3 matchs de je sais pas qui, de Gable et 3 matchs de Drew Gulak, enfin pas 3 du coup, parce qu'ils vont pas tous être en finale, mais bon, vous comprenez le schéma. Voilà, moi, quitte à avoir plusieurs matchs à la soirée d'un même catcheur, il faut que ce soit des mecs, comme il y a eu à l'époque, des doubles matchs avec Austin, double match avec Jericho, et ce genre de trucs, quoi. Vraiment les main eventers, quoi. Donc, pourquoi pas dans ce cadre-là. C'est pour un retour King of the Ring? Bah, je suis pas forcément un fan de. Enfin, là, parce que du coup, j'ai une mémoire assez courte, même si j'en ai déjà vu pas mal. J'ai pas forcément de bons souvenirs des King of the Ring. Comme disait Papy, ouais, ça instaure une nouvelle gimmick, éventuellement personnage. Mais est-ce que sur ces dernières années, je parle bien de ces dernières années, hein, je parle pas il y a 10 ans ou 15 ans, est-ce que ça apporte réellement quelque chose au catcheur qui a remporté le King of the Ring? Est-ce que ça lui, ou est-ce qu'au bout du compte, il redescend là où il a été et ça apporte pas forcément grand-chose? À la limite, si on regarde Austin, Owen Hart à l'époque, bon, avec avec maintenant, on se dit, ah oui, effectivement, la carrière qu'ils ont eu derrière, tout ça. Ou justement, le King Corbin, quand on regarde, il a eu la couronne. Est-ce que ça lui a servi pour ça? Non, pas forcément. Après, c'est un low quart d'heure. King Sheamus, je m'en rappelais pas forcément, mais la carrière qu'il a eue, Sheamus, comment dire, la couronne, c'est pas grâce à la couronne qu'il a eu la carrière qu'il a eue. En fait, il a eu sa carrière, même sans ça. Même sans la couronne, il aurait eu la carrière qu'il a aujourd'hui. Après, oui, effectivement, j'aime bien le format, le fait des finales, demi-finales, c'est ce qui me plaisait déjà aussi quand il faisait aussi pour des petits tag team championship, deux équipes s'affrontent au fur et à mesure pour une petite finale en pay-per-view. Ça, ouais, c'est vachement intéressant. Mais on pourrait pas forcément mettre ça que pour la couronne, on pourrait modifier cette stipule pour tous les championnats qui existent toutes les semaines en se disant tiens voilà hop on fait un petit tournoi et à la fin le vainqueur affronte le champion en pay-per-view. Et pour revenir à ce que tu disais tout au début et en digressant également sur les pay-per-view, il y a effectivement trop de pay-per-view à la WWE et trop de pay-per-view avec stipulation, comme une CL, une Elimination Chamber. On en avait déjà discuté avec Raph dans une ancienne review où on disait que c'est plus sympa d'avoir un Hell in a Cell ou une Elimination Chamber en fin de rivalité et pas un pay-per-view thématique. Je comprends, ouais. Non, je suis assez d'accord avec ça aussi, quoi. Mais c'est vrai que si tu fais ou alors tu fais un thème, mais tu y fais peu de matchs, par exemple au Hell in a Cell, je trouve que ces dernières années, il y a trop de matchs dans ce pay-per-view. À la rigueur, on pourrait être sur un format takeover avec 5 matchs, voilà, point barre. Et pour le coup, on rend la stipulation un peu plus attractive, je trouve. Moi, pour le King of the Ring, mon avis, écoutez, moi, je reste un peu sur ce que je vous ai dit au départ, et moi, je serais assez pour le retour de ce pay-per-view-là, s'il est créé dans des bonnes conditions. Moi, je suis plutôt globalement fan du mode tournoi. Je trouve que tout au long de l'histoire de la WWE, il y a eu plusieurs règnes de King vraiment marquants, comme celui d'Austin, bien évidemment, mais également celui de Booker, par exemple. Ah voilà, j'allais dire Kickbuka. King Booker, voilà, King Booker, c'était quand même quelque chose, quoi. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est vraiment le King of the Ring, c'est vraiment un truc qui se prête bien à le travailler en weekly, à préparer des matchs de qualif. Par exemple, moi, j'ai des très bons souvenirs sur comment ils avaient organisé le King of the Ring l'année où Wade Barrett le gagne. Puisqu'ils avaient proposé, je crois que Zigot, tu l'as évoqué, et voilà, on avait eu tout un tas de matchs de qualif, voilà, au fur et à mesure tu grimpais dans le tournoi, et la finale qui avait eu lieu entre Wade Barrett et Neville avait eu lieu en pay-per-view. Alors je ne me souviens plus du pay-per-view, peuple de catch-up, vous fact-checkerez dans les commentaires, mais j'avais trouvé que le truc était sympa, et pour le coup, bah, moi j'avais trouvé que la gimmick de King of the Ring pour le Wade Barrett, c'était vraiment cool, quoi, ça passait super bien, ça passait crème.
Moi, j'aimerais bien voir le retour de ce truc-là. Et puis, il y a eu des moments d'anthologie au King of the Ring. Le pay-per-view en lui-même, quoi. On va pas. C'est le fameux match Hell in a Cell de 98 entre Mick Foley et l'Undertaker. Ça restera, je pense, dans les mémoires éternelles du catch mondial. Et donc, j'aimerais bien un revival de ce pay-per-view. Et si ce n'est du pay-per-view, tout du moins un beau tournoi, qu'on nous fasse un beau tournoi de catch. Il y a suffisamment de monde dans le roster pour nous offrir quelque chose de vraiment sympa. Et ça serait vraiment cool, quoi. Bon, bah voilà, bah écoutez, on en aura profité pour faire un petit débat en la fin de cette review de SmackDown. Mais vous avez l'habitude, chaque semaine, l'équipe du podcast Catch Up résume et analyse les shows catch. Et pour ça, il faut nous trouver. Et on n'est pas compliqué à trouver parce qu'on est tout. Vous pouvez rejoindre la communauté Catch-Up sur le Discord. Vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. YouTube, laissez des commentaires, laissez les likes et abonnez-vous. Sur tous les réseaux sociaux pour les annonces des différentes reviews qui sortent, Twitter, Facebook et Instagram. Et enfin, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Je suis au clair. Il ne me reste plus qu'à remercier mes tag team partners. Merci à vous. Merci mon cher Zigote de ta présence dans ce Friday Night SmackDown. Merci à toi, tonton, de l'invitation et merci à Papy pour cette jolie triple threat. Merci à toi mon papy, oui, pour participer à cette triple frite magique. Bah oui, mais effectivement, j'étais ravi de participer à cette triple feat en vos compagnies, messieurs, et merci pour ton hosting de qualité. On a, pour finir, en ligne, déjà, pas mal de choses. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, on a l'impression un peu de vous répéter tout le temps la même chose. Mais effectivement, au moment où on enregistre nos reviews, en général, il y en a déjà 1, 2, 3 qui sont déjà sortis. En l'occurrence, cette semaine, bah, vous en avez rien de moins qu'une triple frite de review, puisque vous avez le dernier Monday Night Raw avec le patron, hein, les gars, le patron s'est déplacé pour le vaisseau amiral. Donc, on a le patron qui est présent dans la review du Monday Night Raw de cette semaine. On a le You Talk Too Much édition numéro 11 qui est en ligne actuellement avec Axel, le rédacteur en chef émérite des cahiers du catch. On en a parlé au tout début de la review. On a tout simplement la review de NXT de cette semaine avec l'ignoble Ringside et le papy anti-Atemi. Donc vous voyez, il y a de quoi écouter cette semaine sur Catch Up. Le SmackDown qui vient, la semaine prochaine avec le Monday Night Raw, et puis on en profite pour remettre une petite couche parce que la semaine prochaine, c'est quand même une semaine exceptionnelle pour Catch Up, puisque l'édition numéro 12 de You Talk Too Much sera tout simplement avec le plus grand catcheur français du 21e siècle, on peut quasiment dire, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on reçoit tout simplement Tristan Archer à Catch Up, et ça, je peux vous dire que ces 104 kilos de bidoche, on les a sentis passer dans le studio. Et le studio en tremble encore. Oh oui, et puis en plus quand un mec passe ses week-ends à décapiter d'autres mecs, et ben on a tendance un peu à l'écouter quand même. Oui, je suis d'accord. Je vais l'écouter d'ailleurs dès que la review sort. Voilà, Ça, soyez attentifs. Alors je crois, si je ne me suis pas trompé dans notre organigramme des reviews, c'est que ça devrait sortir mardi qui vient. Donc restez à l'écoute de Catch Up. Allez, ainsi s'achève cette review du 1137e Friday Night SmackDown. La triple frite vous salue bien. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Zigote. Salut tonton. Salut papy. Salut papy. Salut tonton, salut Zigote, salut à tous. Et salut peuple de catcheurs. Non, mais il n'y en a pas un qui a une connerie à dire, là? Moi, j'en ai marre des conneries. Moi, Allez, je veux que Catch Up, ce soit un truc sérieux. Le mec blasé. Alors, déjà, t'as habillé pour l'hiver Alistair Black et Ruby Riott ce soir. Alors, je vais dire, tu vas avoir des gros problèmes, papy. Oups.